Pour le dernier jour de ce défi de Raj, qui est de lire 7 livres en 7 jours, j'ai choisi de lire le petit livre de sociologie, Le destin au berceau, de Camille Penny. Et pour commencer, je voudrais te donner un chiffre qui va tout de suite illustrer l'idée un petit peu du livre. C'est que 7 enfants sur 10 d'ouvriers finissent eux-mêmes ouvriers ou employés, et que 7 enfants sur 10 de cadres finissent eux-mêmes cadres. C'est un peu la théorie classique en sociologie du déterminisme, qui est de dire qu'un enfant de telle ou telle classe sociale a une majorité de chances d'être lui-même dans cette classe sociale plus tard. Et donc ça vient contredire un peu tout le discours de l'école, qui est de dire que notre société, on vit en fait finalement dans une méritocratie, et que c'est le travail qui paye, et que finalement si tu à la fin t'as un boulot de cadre ou un boulot peut-être moins haut dans la hiérarchie sociale, c'est dû au fait que tu n'as pas assez travaillé à l'école, etc. Donc le déterminisme en sociologie, c'est pas forcément une culture de l'excuse non plus, mais c'est quelque chose qui vient expliquer froidement, statistiquement, un état de fait qui est que y a des inégalités entre les différents postes, mais tout ça, ça s'explique. Donc ce petit livre, je trouve que c'est une bonne introduction sur ces sujets un peu sociologiques, parce que tu as d'autres auteurs évidemment qui ont travaillé là-dessus avant, notamment Pierre Bourdieu, mais son œuvre n'est pas forcément accessible facilement. Bien que certains petits livres qu'il a fait, oui, mais voilà, la plupart de son œuvre n'est pas forcément très accessible. Et là, l'intérêt de ce petit livre, c'est que c'est publié dans la collection La République des idées. Je sais pas si tu vois là. Et cette petite collection, je la trouve pas mal parce qu'elle est, c'est des livres assez courts, comme tu le vois, et qui sont assez vulgarisants sur les sujets qu'ils abordent, et donc ça permet de s'introduire dans ce type de sujet qu'on connaît pas forcément. Et pour finir cette introduction sur ce livre, l'auteur nous parle de la psychologisation de la société. Ça, c'est un truc que je partage complètement avec lui, c'est que on vit dans une société qui est de plus en plus liée sur la psychologie et sur la responsabilité. Si tu ne réussis pas dans la vie, avec beaucoup de guillemets, parce que ça on pourrait redéfinir ce que ça veut dire réussir dans notre vie, on n'a pas forcément tous envie d'être cadre par exemple, mais admettons, le fait de se dire que tu n'es pas cadre, que t'es employé, t'es comme moi, voilà, employé un peu de base, et c'est entre guillemets de ta faute, parce que t'as pas fait suffisamment d'études, ou pas les bonnes études, que t'as pas assez travaillé, etc. Donc ça, on baigne un peu dans cet univers-là. Mais si on prend un peu de recul sociologique, c'est-à-dire qu'au lieu de s'auto-analyser juste nous ou de subir les critiques des gens sur notre parcours, si on prend juste un peu de recul et qu'on regarde froidement notamment les statistiques, on se rend compte que c'est pas, il n'y a pas que ce facteur-là de méritocratie ou de mérite ou comme tu veux. Ou alors ça voudrait dire qu'on est une majorité de feignasses, une majorité de gens à pas mériter entre guillemets d'occuper les plus hauts places. Et comme par hasard, si on regarde la statistique, il y a plus d'enfants de classe populaire, avec des parents qui sont soit ouvriers, soit employés, qui n'arrivent pas dans les plus hautes places. Donc ça voudrait dire que c'est cette catégorie de population qui serait moins méritante. Donc voilà, le fait de percevoir la société juste en responsabilité individuelle, c'est quelque chose qui est dangereux, puisque ça voudrait dire que les gens qui n'accèdent pas au poste sont moins méritants que les autres. Et évidemment, c'est plus compliqué que ça. Alors dans ce livre, il y a plusieurs parties. La première, elle traite de finalement ce qu'il appelle le mythe des classes moyennes. Ça, je le rejoins un peu. Alors c'est un peu complexe parce que la classe moyenne en soi, on peut dire qu'elle existe. En tout cas, il y a des études sociologiques qui ont été menées il y a quelques dizaines d'années sur le fait qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle classe entre les classes populaires assez peu avantagées en termes économiques et culturels, et puis et entre donc cette classe-là et puis la classe dominante qui a plus de moyens, etc. Il y avait l'émergence d'une classe moyenne. Ça, notamment, on l'a vu pendant les 30 Glorieuses. C'est cette même classe moyenne qui a poussé un petit peu ce que l'auteur appelle le libéralisme culturel. Donc, c'est-à-dire l'émergence. C'est un peu, pour resituer ça, c'était sous l'ère Mitterrand, on va dire, dans les années 80, où on est passé de revendications sociales sur la hausse des salaires, sur des choses comme ça, à plutôt des revendications sociétales, donc plutôt, l'antiracisme par exemple, ou alors l'égalité entre les hommes et les femmes. Une autre caractéristique de l'essor de cette classe moyenne, c'est le mot déclassement. S'il y a bien un mot qui peut définir
cette société, cette classe-là, c'est le mot déclassement. Donc à la fois en tant que ressenti et en tant que réalité. Le sentiment de déclassement, c'est quelque chose qui est très diffus dans notre société. Il y a beaucoup de gens, si tu écoutes un peu, qui se plaignent, qui disent que ça va de pire en pire, enfin voilà, c'est tout un petit peu ce discours-là. Parfois c'est fondé, parfois ça l'est un peu moins, mais en tout cas il y a aussi bien sûr le côté fondé de la chose. Et sur cette réalité du déclassement, l'auteur nous propose 3 types de déclassement. Le premier, c'est le déclassement entre générations. Donc c'est vrai qu'on peut le percevoir. C'est plus difficile pour nous, en tout cas la génération de trentenaires, d'avoir un métier en accord avec notre niveau de diplôme, et ça c'est le deuxième niveau de déclassement. Donc les deux de toute façon s'alimentent l'un et l'autre. On galère un petit peu, enfin la plupart des gens galèrent un peu à avoir un taf à la hauteur de leur diplôme et aussi à la hauteur de leurs parents. Donc ça, je sais pas si tu te reconnais, moi en tout cas je me reconnais complètement dans le sens où j'ai un poste moins haut placé, on va dire, dans la hiérarchie sociale par rapport à mon père, et en même temps ce poste-là il est aussi sous-qualifié par rapport à mon niveau de diplôme. Alors je suis loin d'être un cas isolé évidemment, mais c'est quelque chose dans lequel peut-être tu te reconnais et qui est assez diffusé aujourd'hui. Et puis le troisième type de déclassement, c'est un déclassement au cours de la vie. Alors là, c'est pas forcément un déclassement pour les plus jeunes, on va dire, c'est peut-être plus la génération, ceux qui ont dans les 50 ans aujourd'hui, ou après une carrière dans telle ou telle usine, si l'usine est ferme, ça va être compliqué pour eux de se réorienter. C'est un peu tout le problème des seniors de pouvoir se réorienter, de pouvoir se reformer, etc. avec cette espèce de racisme un peu anti-senior, où au bout d'un moment, limite ça devient trop compliqué de trouver du travail et limite t'es en pré-retraite avant l'heure. Mais malgré cette certaine réalité de la classe moyenne, on peut faire une critique de cette analyse de la classe moyenne parce qu'elle connaît des limites. La première limite, elle est statistique. Aujourd'hui, un emploi sur 2, c'est soit un emploi d'ouvrier, soit un poste d'employé. Quand tu es ouvrier ou employé, tu es en bas de la hiérarchie sociale. Et est-ce qu'on peut parler de classe moyenne quand on est en bas de la hiérarchie sociale et qu'on est en dessous, voire bien en dessous du salaire moyen? Donc aujourd'hui, si on parle juste en termes économiques, on a la moitié de la population qui est bien en deçà du salaire moyen. Donc est-ce qu'on pourrait pas dire que cette moitié de la population, elle fait plutôt partie de la classe populaire que de la classe moyenne? Et du coup, il n'y a pas du tout de honte à ça. Et malheureusement, je pense que c'est une idée aussi qu'on nous diffuse beaucoup dans cette société, où si on se considère nous-mêmes en tant que classe populaire, on se dévaloriserait ou des choses comme ça. Mais c'est juste une observation froide, une observation dans tout ce qui est de plus d'objectif. La deuxième limite, c'est le fait qu'il y a un fossé de plus en plus grand entre les cadres qui sont préparés à la mondialisation et les ouvriers et les employés qui le sont beaucoup moins. Donc c'est vrai que les cadres, à travers leur formation, même à travers leur formation continue, donc formation initiale, le diplôme, et la formation continue, c'est-à-dire pendant leur temps de travail, va leur permettre d'avoir plus de flexibilité et puis de savoir plus s'adapter aux nouvelles conditions du marché du travail. Ils vont être plus mobiles à la fois en termes de poste et en termes géographiques, et en ça il y a un fossé vraiment de plus en plus grand entre d'un côté les boulots d'exécution et les boulots d'encadrement. Et la troisième limite à ce côté, à cette analyse en tant que classe moyenne, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de classe moyenne par rapport à la mondialisation. Il y a en gros des gagnants et des perdants. Et pour illustrer cette idée, l'auteur prend l'exemple de la théorie du care. Donc C-A-R-E, le care en anglais, c'est en gros la société pas du bien-être, mais du fait de prendre soin des autres. Alors je m'explique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de cadres qui ont des boulots certes bien payés, mais avec un investissement personnel en temps de plus en plus grand. Et d'un autre côté, dans les classes populaires, il y a de plus en plus de gens qui perdent leur emploi dans les secteurs un peu traditionnels, donc par exemple en tant qu'ouvrier. Donc d'un côté, il y a des cadres qui ont certes de plus en plus de moyens, mais de moins en moins de temps, et de l'autre côté, des classes populaires qui, à travers le chômage, etc., ont de moins en moins de moyens, mais de plus en plus de temps. Et quand on regarde, c'est un peu ces deux masses de population, la solution qui a été trouvée notamment dans les pays anglo-saxons, ça a été de créer des emplois
qui viennent répondre à ce manque de temps des cadres. Donc c'est le genre de métier, c'est nounou par exemple, c'est employé dans les maisons de retraite, c'est femme de ménage, etc. Et donc on voit que finalement, de plus en plus, dans notre économie moderne, on a les perdants de la mondialisation qui servent les gagnants de la mondialisation. Ensuite, la deuxième partie du livre, c'est sur la reproduction sociale. La reproduction sociale, c'est un peu la thèse du livre, c'est le cœur du livre, qui s'appelle Le destin au berceau, donc ça veut bien dire ça. C'est le côté, on ne maîtrise pas complètement notre destin. Dès le début, les cartes sont pas forcément jouées, mais on n'a quand même pas tous les mêmes cartes. Donc selon dans la famille dans laquelle tu es né, ça va pas être évident pour toi si tu es né dans un quartier populaire avec des parents qui n'ont pas forcément un haut niveau de diplôme. Tu n'as pas les mêmes chances que quelqu'un qui est né à Neuilly-sur-Seine et qui a un parent avocat et un autre parent chercheur à l'université. Ça paraît comme ça être un peu enfoncer des portes ouvertes, mais malheureusement dans notre débat politique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement mis de côté. Donc finalement, c'est peut-être pas inutile de reparler de ces concepts de reproduction sociale par exemple. Alors cette reproduction sociale, elle peut s'illustrer à deux niveaux. Donc par le bas, où l'auteur remarque à travers des études statistiques que certes il y a de moins en moins d'ouvriers, mais alors ça c'est dû plutôt à une donnée structurelle qui est liée à l'économie, où on a de moins en moins de besoins d'ouvriers puisque il y a de plus en plus d'usines qui ferment et ça c'est dû notamment à la mondialisation. Mais même s'il y a de moins en moins d'ouvriers, c'est pas forcément un signe d'émancipation pour les enfants d'ouvriers, puisque la plupart d'entre eux finissent employés. Donc là, on voit bien qu'il y a juste un transfert, mais sans qu'il y ait forcément une évolution par le haut. Puisque en termes de salaire, un employé gagne pas forcément plus qu'un ouvrier, et ça reste un taf d'exécution. Donc finalement, on reste dans la même classe, il n'y a pas d'émancipation de classe à travers les générations. Et au contraire, la reproduction sociale, elle se fait aussi par le haut, puisqu'on voit bien dans les classes dominantes qu'il y a de plus en plus d'enfants de cadres qui finissent eux-mêmes cadres. On n'est même pas sur une stagnation, on est sur une augmentation. Alors c'est aussi dû à quelque chose de positif qui est la féminisation de l'emploi, où de plus en plus de femmes travaillent au lieu d'être femmes au foyer. Donc voilà, après je veux dire, c'est dans le cadre du débat homme-femme, enfin égalité homme-femme, c'est quelque chose qui est positif. Mais en termes de statistiques, si on regarde les choses froidement, il y a à la fois une stagnation sociale des classes populaires qui n'évolue pas forcément de génération en génération, et on a au contraire dans les classes les plus hautes, on a une évolution où de plus en plus d'enfants de cadres finissent eux-mêmes cadres. Cette reproduction sociale, elle est expliquée par l'auteur, notamment par le niveau de diplôme des parents. Alors on a certes le capital économique, c'est-à-dire le salaire des parents, qui est une donnée importante, mais à la limite, la donnée peut-être la plus importante, c'est le capital culturel, pour reprendre Bourdieu, c'est le fait de transmettre une éducation, une culture à ses enfants, et cette culture va permettre d'être bon à l'école, d'avoir les bons diplômes à notre tour, pour ensuite avoir entre guillemets les bons jobs derrière. Le capital culturel, pour t'illustrer ça, c'est par exemple un fils d'instituteur. Donc quand tu es instit, c'est pas des gros salaires, mais par contre il y a un vrai capital culturel qui est transmis. Quand tu es fils ou fille d'instituteur, ça va être plus facile pour toi de réussir à l'école parce qu'on va te transmettre les bonnes armes intellectuelles pour pouvoir réussir dans ce cadre-là. Dans la troisième partie, l'auteur nous parle de l'échec de l'école. Alors certes, il y a une massification scolaire, c'est-à-dire que la plupart des enfants, même de classe populaire, ont de plus en plus de diplômes, donc c'est vrai pour le bac, beaucoup de gens ont le bac aujourd'hui. Il y en a aussi beaucoup qui accèdent aux études supérieures, mais en même temps il y a beaucoup de laissés pour compte, et ça c'est pas trop donné dans les statistiques, mais le sociologue nous dit qu'il y a 20%, c'est quand même énorme, 20% des jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme ou juste avec le brevet des collèges, et là en termes d'ascension sociale ça va être très compliqué pour eux. Et pour la massification scolaire, il faut reprendre un peu les choses dans leur perspective, dans le sens où il y a ce qu'il appelle une filiarisation du bac. Donc certes, il y a de plus en plus de jeunes, et notamment des classes populaires, qui ont un bac, mais si on regarde par filière,
Il y en a pas beaucoup, enfin pas beaucoup. En proportion, il y a beaucoup de fils et de filles de cadres qui ont un bac général, donc qui te permettent après d'accéder aux grandes écoles, aux universités, etc. Alors que dans les classes populaires, tu as plus d'enfants qui vont aller dans des filières technologiques ou professionnelles. Et ensuite, même dans les études supérieures, on observe des inégalités de ce genre, où selon ton origine sociale, tu as plus de chances statistiquement de suivre des études soit courtes, donc ça c'est plutôt dans les classes populaires, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans des BTS ou des DUT, et ou même à l'université, mais dans certains domaines, c'est-à-dire, allez, on va le dire en sciences sociales, comme moi par exemple, alors que dans les enfants des classes plus huppées, il va y avoir éventuellement une certaine partie qui vont aller à l'université, mais plutôt sur des domaines comme le droit ou la médecine, ou qui vont aller carrément dans les grandes écoles. Évidemment, il y a des exceptions, mais dans la majorité des cas, en tout cas, on observe ce type de division. Ça permet de remettre en perspective ce qu'on nous vend un peu à travers les médias, où soi-disant l'école c'est quelque chose qui permet de nous émanciper. Dans la majorité des cas, c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur quelque chose, sur une espèce d'histoire sociale qui se transmet de génération en génération. Dans la dernière partie, l'auteur nous propose des solutions pour pas rester juste dans le constat qui est malheureusement très négatif. Et pour lui, la première solution, c'est de transformer l'école. L'école doit devenir un vecteur d'émancipation sociale. Et aujourd'hui, comme c'est pas le cas, il y a des choses à transformer. La première qu'il faudrait modifier, c'est de mettre le paquet sur la maternelle et le primaire. C'est déjà en maternelle et en primaire où on peut se rendre compte qu'il y a des inégalités entre les enfants, puisque les parents, selon leur culture, selon leur niveau de diplôme, arrivent à transmettre des choses aux enfants. Et donc malheureusement, souvent au collège ou au lycée, là où la France met un peu plus le paquet en termes de moyens, et ben c'est déjà presque trop tard entre guillemets pour certains enfants. Donc là, le but du jeu, c'est pour avoir plus d'égalité entre les enfants, c'est dès le début qu'il faut mettre le paquet. Et c'est d'ailleurs ce que font certains pays de l'Europe du Nord. Et on constate avec leur système qu'il y a moins d'inégalités entre les enfants des différentes classes sociales. Et d'ailleurs, l'auteur nous dit qu'il faudrait une école moins scolaire. Donc ce qu'il appelle moins scolaire, c'est moins basé sur les notes dès le début, etc. Et l'exemple qu'il prend, c'est encore une fois l'Europe du Nord, où en maternelle et en primaire, il y a des classes avec des effectifs moins grands, donc il y a moins d'élèves dans les classes, et on ne note pas tout de suite les élèves. Les notes arrivent beaucoup plus tard dans le cursus scolaire, et on est vraiment sur une autre philosophie par rapport à l'école. Et quand on regarde froidement les chiffres, on se rend compte qu'on aurait peut-être plutôt intérêt à basculer vers ce type de modèle. Et le dernier point sur ce côté, voilà, transformer l'école, c'est sur les études supérieures où il faudrait que la France mette plus le paquet financièrement sur l'université plutôt que sur les grandes écoles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la France met beaucoup d'argent sur les grandes écoles. Ça, c'est lié un peu à l'histoire française, qui est lié un peu à l'élite, à la formation de l'élite. L'auteur nous dit que les universités ont très peu de moyens, alors que c'est les entités les plus démocratiques et les plus accessibles pour les études supérieures. Le deuxième élément que l'auteur préconise, c'est de réformer la formation continue. Le problème de la formation continue aujourd'hui, c'est qu'elle est inégalitaire entre les exécutants et les encadrants. Chez les encadrants, il y a une véritable culture de la formation continue, c'est quelque chose qui est normal et qui est poussé par les entreprises, mais pour les exécutants, pour les ouvriers et les employés, c'est moins le cas. Donc là, l'auteur reprend encore une fois l'exemple de pays d'Europe du Nord qui ont des espèces de bons de formation où tout le monde, par exemple, a le droit à 5 ans de formation avec une certaine rémunération. Et donc, si tu fais tes études directement, ça compte dans ces bons de formation. Mais si jamais tu fais des études courtes, voire pas d'études du tout, eh bien, tu as le droit plus tard, à n'importe quel moment dans ta carrière, à ces 5 années. Donc, ce qui veut dire que si tu arrêtes tes études tôt pour une raison X ou Y, t'es pas foutu, entre guillemets, et tu as le droit de reprendre tes études à un moment plus tardif dans ta carrière, mais tout en étant rémunéré. Donc tu n'as plus cette barrière financière par rapport aux études. Et bien sûr, cette mesure, elle favorise les classes populaires, et donc elle favorise quand même un meilleur accès et une meilleure égalité des chances
entre les différentes classes sociales. Et enfin, la dernière préconisation que nous fait l'auteur, c'est de favoriser l'autonomie des jeunes. Quand on voit qu'aujourd'hui en France ils ont assez peu de moyens et que la plupart sont obligés d'avoir des petits boulots à côté, faut quand même avoir le cœur bien accroché pour vouloir faire des études supérieures en France et pouvoir les réussir dans de bonnes conditions. Quand on voit qu'aujourd'hui par exemple les APL ont baissé, même si c'est de peu, c'est quand même pas un signal positif. À l'inverse, l'auteur lui préconise plutôt d'augmenter les moyens pour les jeunes et d'avoir une véritable allocation d'autonomie quand on est jeune, parce qu'on voit qu'aujourd'hui il y a une grande inégalité entre les jeunes et les autres générations, où on voit par exemple que le RSA n'est éligible qu'à partir de 25 ans. Donc, alors après, tu peux l'avoir avant, mais il y a certaines conditions qui font que c'est compliqué. Mais à l'inverse, favoriser l'autonomie des jeunes en prenant par exemple, en diffusant par exemple une allocation auprès des jeunes, ça va encourager les jeunes des classes populaires à poursuivre les études, parce que le facteur numéro 1 de ces jeunes-là, dans le fait de ne pas continuer les études ou de même pas les engager, c'est le fait qu'ils n'ont pas les moyens. Donc forcément, quand tu es dans une famille où il y a les moyens, où tu es soutenu, où tes parents payent ton loyer parce que tu dois partir de la ville de tes parents pour poursuivre tes études, il y a une vraie inégalité qui se fait en fonction de la classe sociale, et cette autonomie-là pourrait permettre aussi d'avoir plus d'égalité entre les différentes classes sociales. Voilà, donc c'était mon résumé du livre Le destin au berceau de Camille Penny. C'est un livre qui est assez intéressant si tu n'as jamais fait de sociologie, si tu n'as jamais lu de bouquins de sociologie, de Bourdieu, voilà, de personnes comme ça. Je te le conseille parce qu'il est assez rapide à lire, assez facile à lire. C'est une bonne intro pour tout ce domaine-là. Si tu as déjà lu un peu de sociologie, que tu t'es un peu au fait de tout ce que je viens de te dire, je te le conseille pas forcément, surtout qu'il a tendance à se répéter un petit peu. S'il y a une critique que je peux apporter, voilà, c'est ça. Il y a des choses qui sont dites vraiment plusieurs fois, et le livre, même s'il est court, il fait une centaine de pages en gros. Franchement, il pourra en faire 30 de moins facilement si on enlève les redites. Mais ça reste un bon livre de vulgarisation. Donc voilà, si t'es pas trop au fait de ces sujets et que ça t'intéresse, je t'encourage à le lire. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt pour un nouveau résumé de livre. Ciao!